Ce jour juste à Kinshasa, ce jour juste à Badolité, à Taragini, au nord Ubangi, dans la province, la grande province du nord Ubangi. Mesdames et messieurs, nous voici encore dans notre série d'émissions que nous recevons pour vous le président national du Parti de Rassemblement Chrétien Républicain, M. Benjamin Bonyoma. Avec lui, nous parlons sur sa vision. Elle est trop large, mais du moins nous allons essayer un peu de rappeler par rapport aux précédentes questions que nous avions parlé sur les valeurs Congo, sur les propriétés Congo, la touche particulière de la Constitution que le Congo aura, et puis le système politique, nous continuons, et puis d'autres questions. Mesdames et messieurs, bonsoir. Monsieur Benjamin Bonyoma, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Je me vais bien. La santé, ça va? Très bien. Et la RDC? Comme d'habitude. Comme d'habitude, ça ne va pas. Ça ne va pas encore. Il y a eu la signature des accords, l'accord de paix. Qu'en dites-vous sur ça? Ça évolue quand même? Vous savez, madame, l'accord de paix qui a été signé à Doha, dernièrement par les représentants tant du gouvernement que de M23 AFC, bon, je ne pense pas que ce soit vraiment des accords qui concerneraient vraiment les Congolais. C'est une affaire un peu rocambolesque là, mais ce qui est sûr que j'ai constaté, c'est que dès le premier jour où le président Kagame et le président Tshisekedi se sont rendus à Doha, à l'improviste, comme ils se sont rencontrés là-bas, en fait, ils étaient partis pour parler de l'or congolais que l'émir du Qatar commercialisait avec Kagame, bien entendu en impliquant notre président. C'est de cela qu'il s'agissait au départ. Et suite aux différents cris du peuple congolais, ils ont senti qu'ils devraient quand même intervenir sur la situation qui prévaut jusqu'à ce jour au Congo. Bon, le résultat est que politiquement, ils n'ont rien pris comme décision. C'était des canals, des choses où on devrait tout simplement, parce qu'on devrait prendre quelque chose, mais rien de concret. C'est dont je suis sûr, c'est pourquoi même l'émir du Qatar est allé au Rwanda et puis il est venu au Congo. Oui. C'est son affaire de l'or. Ça ne concerne pas les Congos en ce qui concerne la guerre. Ce n'est pas, en tout cas, ça c'est mon point de vue. Et ils sont en train de négocier. Et d'ailleurs, en soulignant son arrivée ici, le Rwanda l'avait offert des vaches. Et Kinshasa devait l'offrir quoi, la RDC? Bon, ça c'est au chef de l'État de décider. Je pense bien. On ne devait pas l'offrir un carré minier. Pourquoi? Mais il a déjà les carrés miniers. Les types là de l'émir là, vous croyez vraiment qu'il n'a pas de carré minier? Depuis quand avez-vous entendu Qatar s'intéresser aux problèmes politiques de l'humanité, de la planète? C'est impossible. Ça, ce sont des hommes d'affaires qui sont de faire leurs affaires. Moi, je n'attends rien de l'émir de Qatar. Rien du tout. Comme je vous ai dit, je vous dis toujours, c'est du peuple que sortira la vraie résolution. C'est ce que nous sommes en train de faire. La sécurité grandissante continue toujours. Une chose que vous déployez au jour le jour. Oui. Que faut-il faire vraiment? Bon, vous savez... Il y a même une vidéo virale sur les réseaux sociaux, un OPJ de Matete, je crois, qui a été sorti. Mais il ne devait pas sortir, selon sa sœur. Il a été rappelé par son major, son chef. Arrivé là-bas, le chef lui dit « Tu dois aller me représenter à l'Ipékin ». Et depuis qu'il est arrivé, il n'est plus revenu, or qu'il a été torturé au camp Lofungo, et puis il a cédé, il a rendu l'âme. Wow. C'est malheureux pour sa famille. Mais que voulez-vous? C'est ça la réalité du Congo. Aujourd'hui en tout cas. C'est la réalité du Congo. Et voilà, nous continuons la suite de l'émission. Nous voulons un peu parler sur le système politique. C'est une rubrique qui est très vaste, mais nous voudrions un peu savoir comment seront organisées les entités territoriales. Oui, je crois que nous avions abordé un certain nombre de points sur le système politique que nous prévoyons pour le Congo. D'abord, il faut dire que nous voulons que notre pays soit organisé en république. Ça, nous l'avons dit plusieurs fois.
Nous voulons également que la démocratie soit le moyen de gouvernance de notre pays. Mais là, notre touche spéciale, comme nous l'avons dit, c'est le messianisme ou le christianisme pour certains. C'est-à-dire le caractère. Nous voulons que nos institutions aient un caractère messianique, un caractère qui veut donner au peuple le bien-être. Et ça, nous ne pouvons l'avoir que par les enseignements et les principes que Yahushua nous a amenés. Nous l'avons bien dit et répété à plusieurs reprises. Donc de là, nous disons, en regardant ce que l'actuelle constitution nous donne, nous disons qu'il y a un peu d'un certain nombre de désordres qui ne permet pas, surtout au niveau des entités territoriales décentralisées, de bien gérer le pays. C'est pourquoi nous croyons, nous pensons qu'il faut d'abord les structures nationales, nous savons ce qu'il y a, et puis la province. Mais entre le national et la province, nous pensons qu'il faut y avoir des entités administratives telles que au nombre de 6, les régions, qui vont en fait essayer d'encadrer les provinces. Parce qu'aujourd'hui, les provinces fonctionnent bien, mais il faut laisser à ce niveau-là un certain encadrement qui ne permettrait pas toujours les ministres de l'Intérieur de s'impliquer ici, de s'impliquer là-bas et toujours de vouloir tirer un peu de l'argent partout. Et donc nous voulons avoir la liberté. Oui. Et puis nous avons les provinces, nous avons en place des territoires, nous voulons des districts. Des districts qui ont été supprimés, mais nous voulons remettre maintenant au niveau, pour remplacer les districts et les villes. Nous pensons qu'on peut avoir des districts urbains et des districts ruraux. Et donc, le terme ville, le terme territoire, nous pensons que ça ne vaut pas la peine de laisser là. De la même manière, nous supprimons les secteurs et les chefferies. Et là, nous n'aurons que des communes. Il va y avoir des communes urbaines comme des communes rurales. Et cela nous permet d'essayer un peu de démocratiser les chefferies et les secteurs. Parce que ce sont des entités territoriales décentralisées. Et la manière dont on les laisse aujourd'hui, c'est comme s'il y a certaines familles privilégiées qui peuvent exercer le pouvoir indéfiniment. Nous sommes dans une république, on a démocratisé tous les systèmes de l'État. Nous pensons également qu'il faut démocratiser les chefferies et les secteurs. En parlant de région, en parlant de province, aujourd'hui plusieurs parlent de cette montée du tribalisme. À l'époque du maréchal Mobutu, il y avait un système d'où un Mundala qui devenait gouverneur au Congo central. Un Moulouba devient gouverneur, comme on a vu Papa Mukamba à l'Équateur. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, vous n'avez pas pensé à revenir sur ça? Non, pas plutôt penser autre chose. Parce que laquelle? Nous sommes en train d'avancer, il ne faut plus qu'on recule. C'est ce qui nous a amenés à ce où nous sommes aujourd'hui. Nous pensons que le tribalisme va se régler quand on reconnaît au Sénat un certain nombre de prérogatives qu'on ne reconnaît pas aujourd'hui, notamment celle de décider d'approuver toutes les nominations des chefs de l'État, par exemple. Qu'est-ce qui va se passer? Les chefs de l'État veulent nommer un gouvernement. C'est le Sénat qui va faire l'investiture. Mais ça passe au Sénat pour pouvoir dire qui viennent d'où et qui sont ces gens-là qui vont être nommés par les chefs de l'État. J'aimerais vous rappeler que les chefs de l'État, dans l'actuelle constitution, il est irresponsable devant le Parlement. Oui. Donc, il n'est pas rédévable. Voilà. Donc, il faut préserver le chef de l'État. Au même moment, il faut lui donner des gens avec qui il doit travailler. Il ne doit pas, même s'il veut travailler avec quelqu'un, ça doit passer par les tamis du Sénat. Et c'est à ce moment-là que le président de la République va nommer, parce que le Sénat étant une menace de province, et ils vont toujours dire, mais ma province n'est pas représentée, donc il va y avoir un équilibre qui va être dégagé au niveau du Sénat, et le problème sera déjà résolu. Donc, on ne peut plus revenir sur la territoriale
des non-originaires, parce que nous sommes en train d'élire les gouverneurs, nous sommes en train d'élire les différents nombres de choses, donc on ne peut plus revenir vouloir donner ce pouvoir-là au président de la République pour pouvoir nommer comme il veut, qui il veut, partout où il veut. Non. En parlant sur la non-rédévabilité du président de la République à l'Assemblée nationale, est-ce que par rapport au système politique dont vous rêvez, est-ce que ça serait toujours ainsi? Parce que c'est comme si le fait de ne pas être rédévable à l'Assemblée nationale donne beaucoup des ailes au chef de l'État. Non, nous prévoyons... Qu'est-ce que vous prévoyez? Nous prévoyons ceci, c'est-à-dire le président de la République ne peut pas... C'est un représentant, c'est un élu du peuple. Comme tous les autres élus, seulement lui, il est spécial parce qu'il est élu par tout le peuple. Donc, de ce point de vue, il doit être surveillé, contrôlé par le peuple. Donc, pour nous, le discours d'état de la nation ne peut plus se faire au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Parlement, mais au niveau de l'instance nationale du pouvoir citoyen. Et toutes les instances, toutes les institutions, les instances des pouvoirs citoyens seront à l'écoute. Et technique, il y a eu coupure brusque de l'électricité. Vous comprenez que nous sommes en plein centre-ville. Il y a coupure à tout moment de coupures intempestives de l'électricité. Monsieur le DG de la SNEL, Sarah Likambo, c'était Lucinde, et maintenant c'est vous, Teddy Luamba. Et voilà, nous continuons par rapport au système politique sur la mise en place de gouverneurs. Vous avez dit non aux non-originaires, que ce serait difficile. Mais c'est un système que les gens ont beaucoup applaudi pour dire non au tribalisme. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen qu'il puisse avoir une compétition de non-originaires pendant les élections de gouverneurs dans des provinces? Comme j'avais dit avant, c'est quasiment impossible. On peut le faire, ça dépend, le peuple peut décider. Mais nous proposons qu'on continue avec les élections des gouverneurs, les élections des députés nationaux, des sénateurs. Mais pour les gouverneurs, nous voulons avoir des élections directes. Nous ne voulons plus des élections indirectes parce qu'il y a beaucoup de corruption là-dedans et ça ne reflète pas vraiment la réalité de la population de la province. Et là, nous étions en train de dire qu'il faut que le président de la République, le chef de l'État, à un certain moment, dans une république, soit contrôlé. Et quand les chefs de l'État, c'est notre proposition à nous, quand il fera le discours de l'État de la nation, c'est à ce moment-là qu'on accorderait à toutes les instances citoyennes de la République, à tous les niveaux, de bien suivre le président de la République et d'analyser pendant 3-4 jours les propos du chef de l'État et poser des questions auxquelles le chef d'État sera tenu de répondre dans les 10 jours qui suivent. Pourquoi? Parce qu'il a été élu par ce peuple-là. Il vient dire au peuple, l'état de la nation pour cette année-là, il faut que le peuple lui pose la question de savoir, vous avez dit ceci, comment là ça ne marche pas? Et si, à la fin, à la réponse du président de la République, il n'y aura plus de débat, il répond, chaque instant citoyen prend ces réponses-là, et la Constitution que nous proposons prévoit également, si une instance n'est pas satisfaite du président de la République, pourra suivre une procédure pour pouvoir attendre du président des promesses pour améliorer la situation du peuple. Donc nous proposons une constitution qui ne permettrait plus au président de la République d'être super-homme. C'est un serviteur, il doit l'être par la constitution et non l'être par sa propre volonté. Le problème est que lorsque vous êtes en dehors, les politiques, vous êtes en dehors du pouvoir, vous parlez bien. Il y a des bonnes idées qui enchantent, qui font plaisir au peuple, à tel point que le peuple dit « Yewanande, l'homme qu'il faut ». Et arriver sur le terrain, c'est le contraire. Qu'est-ce qui fait ça? C'est-à-dire quelque part... C'est l'ivresse du lait ou quoi? Non. Vous savez, même quand je prends Yehoshua, celui que la majorité appelle Jésus-Christ, il y a également des gens qui sont venus, non de Yahweh, mais d'autres côtés, qui parlaient également. On ne peut connaître, comme on dit toujours, les fruits par un arbre par ses fruits.
C'est-à-dire, quand Jésus parlait, on sentait que c'était le fils de Yahweh. Mais quand les autres parlaient, on sentait que ces discours venaient d'ailleurs. J'aimerais que, avant de comprendre ce que nous sommes, il faudrait d'abord que les gens essaient de suivre nos propositions. Est-ce que nos propositions avantagent les représentants ou le peuple? C'est la première préoccupation. La deuxième, j'ai été bourgmestre de la commune d'Ngiringiri pendant 14 ans. Oui. Pour ceux qui veulent savoir comment nous avons été, notre comportement dans cette commune-là, ils peuvent toujours aller poser des questions. Parce qu'en fait, ce que nous avons fait en Ngiringiri, bien que ce n'est pas énorme, mais c'est ce que les peuples de Ngiringiri qui nous ont connus peuvent témoigner. Si nous sommes dans les faux ou nous sommes dans les vrais. Là, j'ai un seul exemple où je peux dire, mais sinon, c'est la Constitution, notre Constitution, qui a permis à tous les chefs d'État, les présidents de la République qui ne sont pas dans notre pays, de faire ce qu'ils ont pu faire. La Constitution est très large envers le président de la République. Parlons du système politique. Comment prévoyez-vous sur le salaire du chef de l'État? Parce qu'aujourd'hui, on ne connaît pas le salaire du chef de l'État. Pendant les propagandes, il avait dit sur le salaire nanga. Mais arrivé au pouvoir, dans une émission, il dit qu'il ne connaît pas son salaire. Les députés touchaient, je crois, le mandat passait $21,000. De ce mandat, on ne sait pas, certains disent qu'ils peuvent arriver dans le 30,000 $. Cependant que le fonctionnaire, un enseignant qui fait d'une personne, qui fait de quelqu'un un ministre, un enseignant qui m'a fabriqué journaliste aujourd'hui, touche un salaire modique. Que pensez-vous par rapport à ça? Bon, je ne voudrais pas aborder la question comme vous le faites là, en comparant un enseignant et un homme politique. Mais c'est tout à fait normal, on doit les comparer, ce sont tous des humains, ce sont des fils du pays. Mais je voudrais plutôt... Cette discrimination-là, cette distance de salaire, cet écart de salaire, en tout cas, ça tape sur les systèmes. Hein. Oui. Je voudrais plutôt vous amener à une comparaison simple. Allez-y. Le Congo, le pays, la République, appartient au peuple, comme nous le disons toujours. C'est de la même manière comme, je dirais, Vodacom, par exemple, RTL, n'importe quelle entreprise appartient à ses propriétaires, qui sont les associés ou des actionnaires, sont les propriétaires, qui décident des salaires des employés, soit-il directeur général ou président du conseil d'administration, s'il est employé de Vodacom, qui décide de son salaire. Est-ce le président du conseil d'administration lui-même ou c'est l'ensemble des actionnaires ou des propriétaires? Je crois que c'est l'ensemble des propriétaires. De la même manière, ici, dans ce que nous proposons, avec les pouvoirs citoyens, l'instance nationale du pouvoir citoyen va déterminer la liste civile du président de la République, comme tous les émoulements de tous les représentants du national jusqu'au provincial, jusqu'au niveau municipal. Pourquoi pas? C'est à ce niveau-là. Mais pour que ça soit coulé en termes de loi, il faut que ça passe par un référendum. Donc il faudra expliquer au peuple pour qu'il sache pourquoi nous devons payer au président de la République $15,000 par exemple. Pourquoi nous devons payer au bourgmestre $3,000 par exemple. Et en expliquant tout cela, que les peuples comprennent. Sinon, si nous continuons toujours à dire que le peuple est immature, quand est-ce que croyez-vous que le peuple deviendra mature? Le peuple ne peut devenir mature que s'il fait face à des réalités politiques de son pays. Telle est notre conviction, que nous voulons que cela soit appliqué. Je sais qu'au début, ça va être pas bien pour certains. Je sais que c'est ce que nous disons là. Tous ceux qui sont représentants aujourd'hui n'aimeraient pas cela. Mais nous, comme vous dites, nous sommes encore ici. Nous voulons ça avant d'y être. Pour que nous ne soyons pas ceux-là qui causent du tort aux frères et sœurs. Alors vous estimerez combien pourrait gagner par mois un chef de l'État?
Personnellement, moi, Oui. bon, je n'ai pas toutes les réalités de ces fonctions-là, mais je crois un débat fourni à cette instance nationale, avec tous les experts que nous avons dans ces pays, dans la société civile, nous pourrons dégager un salaire normal pour le président de la République avec tous les avantages qui vont. Alors avec. pour les députés nationaux? De la même manière, tout le monde. C'est cette instance-là qui va décider. Et ils vont travailler bénévolement et volontairement également. Bénévolement et volontairement comment? Oui, oui. Pourquoi bénévolement? C'est-à-dire que le peuple, avant d'être dans une instance, ils doivent s'organiser. Ils s'organisent et pour nous, nous pensons que les peuples peuvent s'organiser en 10 types d'associations, 10 catégories d'associations. Ces 10 catégories d'associations, ils vont être représentés au niveau national, au niveau provincial et au niveau local. Et le peuple lui-même participera au niveau les plus bas pour pouvoir voter. Or, c'est ceux-là qui votent qui sont en fait les vrais chefs. Et ils participent dans les débats. Ils participent dans les débats. Dans les débats, en écoutant ceux qui les défendent de la société civile et en écoutant également ceux qui sont au pouvoir. Et donc, ils peuvent essayer de prendre des décisions après avoir écouté tout le monde. Je n'aimerais pas que quelqu'un puisse dire, voilà, le peuple ne comprendra pas. Non, nous allons faire ce débat-là dans nos langues. C'est pourquoi nous sommes en faveur de Lingala comme langue officielle ou à la rigueur. Lingala, langue officielle. Oui, ou à la rigueur, les Monokutuba. Donc ce sont les deux langues. Et que deviendra le français? C'est une langue comme l'anglais qui appartient aux Français et qui ne nous appartient pas. Nous n'avons pas les... Donc le français ne sera plus la langue administrative? Non, nous voulons nous en éloigner. Oui. Nous parlons juste le français parce que la Constitution l'a décidé. La Constitution, attendez un peu. En vous entendant parler, vous alliez, vous faites un peu cette aliénation avec le panafricanisme. Hein? Bon, vous avez tendance à aller au panafricanisme parce que non. Le fait déjà de faire reculer le français comme langue officielle, langue administrative, on sent le panafricanisme. Non. Je crois que nous devons être d'abord nous entendre sur ce que nous voulons. Ce que nous voulons. Dans ces pays où nous vivons, les pourcentages de ceux qui parlent le français, qui peuvent comprendre cette langue de Voltaire, sont un peu minimes par rapport à ceux qui peuvent comprendre le lingala ou peuvent comprendre nos langues à nous. Si dans un coin, il y a une maman qui ne comprend pas vraiment lingala, il y aura toujours une autre consoeur ou un autre papa qui, par exemple les Andés ou les Mbandi ou quelque chose comme ça, qui comprend très bien ce qui est dit à lingala, qui peut l'expliquer dans nos langues. Donc il faut revenir à nos langues. Nous prévoyons de mettre en place une structure académique pour pouvoir perfectionner nos langues afin de les mettre à l'échelle du français, de l'anglais et toute autre langue officielle. C'est question de standardiser le lingala. Et aujourd'hui, quand je parle de lingala, c'est parce que je sens que lingala est la seule langue aujourd'hui au Congo, qui soit vraiment langue congolaise, qui a cette tendance-là, parce qu'il est traité d'être standardisé au niveau international. Et déjà, les premières standardisations a commencé avec j'ai oublié le nom de ces pères-là, vers les années 59, qui ont déjà fait avec l'Église catholique. Donc aujourd'hui, ça va être bien fait et développé avec les moyens nécessaires pour que, en moins d'une année de prise de pouvoir, nous puissions parler lingala convenablement comme langue internationale. Et celui qui ne voudrait pas parler avec nous lingala pourra rester chez lui. Pensez-vous que ce serait vraiment facile? Très facile. Que ça soit adopté? Par qui? Le peuple? Oui. Non, je suis d'accord avec le peuple. Le peuple doit choisir. Ces peuples-là n'attendent que une autorité qui soit à leur faveur. Ah bon? Oui, j'ai été bourgmestre, je vous dis, pendant 14 ans. En tout cas, tout ce que les gens disent du peuple congolais, ils sont ceci, ils sont cela, ils sont mauvais, de suite, ils se trompent.
Parce qu'il faut tout simplement expliquer. Quand vous aurez compris, eh bien, voilà, vous aurez tout. J'aimerais que nous parlions sur la souveraineté, sur en fait, il y aura combien de pouvoirs dans la souveraineté du Congo? Bon, nous avions dit que aujourd'hui, il y a 3 pouvoirs, non? Il y a 3 pouvoirs connus, pouvoir législatif, pouvoir judiciaire et pouvoir exécutif. C'est le pouvoir connu. Mais la Constitution prévoit que la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par les référendums et les élections. Nous aimerions que seul le peuple organise ces élections. Parce que, voyez-vous, dans une entreprise, comme je viens de dire là, dans une entreprise, c'est le propriétaire qui recrute ses employés. Ce n'est pas aux autres employés de recruter d'autres employés. Donc, le président de la République ne peut pas intervenir dans le processus de recrutement de ceux qui vont le remplacer. Seul le peuple. Et ceci pour dire que la CENI ne peut pas être une institution d'appui à la démocratie qui dépendrait soit du Parlement ou de ceci, où on nommerait des personnes qui viendraient du président, des partis politiques. Non. C'est vraiment une affaire du peuple, de la population, des citoyens du Congo qui vont prendre des décisions et qui vont désigner des personnes qui vont occuper ces fonctions-là. Et là, nous disons que les partis politiques ne participeront pas à ces débats-là de désignation des animateurs de la CENI. Et donc, c'est une question de souveraineté du peuple qui doivent l'exercer eux-mêmes. Il ne faut pas faire intervenir ceux qui concourent dans cette situation-là. Et par rapport, vous avez parlé, ciblé au moins 2 pouvoirs qui seront ajoutés. Oui, nous allons ajouter, comme nous l'avons dit, les pouvoirs citoyens et les pouvoirs messianiques. Par rapport au pouvoir citoyen et au pouvoir messianique, est-ce que sur l'applicabilité, sur le droit et la liberté fondamentale, ça se passera comment? Voyez-vous, je voudrais d'abord revenir sur la notion de la nation pour que nous puissions nous comprendre une fois pour toutes également. La nation, comme nous le savons, fonctionne à 3 dimensions. Il y a la dimension des ancêtres, ceux qui sont partis, la dimension de ceux qui sont présents, donc nous, et la dimension de ceux qui vont venir, nos descendants. C'est tout ça qui constitue la nation. Et il n'y a que ceux qui sont présents qui sont responsables devant la nation, c'est-à-dire devant le futur et le passé, de ceux qui vont poser comme acte. Et ceux qui vont poser comme acte, si la République avait un acte de certificat d'enregistrement, par exemple, c'est le nom du peuple qu'on indiquerait là-bas. Donc ce peuple-là, qui est propriétaire et responsable devant tout le monde de la gestion du pays. Et c'est ce peuple-là qui va en fait exercer les pouvoirs, la souveraineté nationale. Donc là, nous sommes d'accord déjà. Si nous sommes d'accord de ce point de vue-là, nous disons maintenant, c'est ce peuple-là de s'organiser pour pouvoir exercer sa souveraineté. Il ne faut pas que les élus organisent les élections et appellent le peuple, disent venez voter. Comme aujourd'hui, s'il vous plaît, c'est une question que le pouvoir d'aujourd'hui avait déploré à l'époque de Kabila. Oui. Il peut y avoir l'élection, peut-être, on a vécu l'élection du président de l'Assemblée nationale, un candidat commun. Comment vous trouvez ça? Bon, ça c'est la manipulation du chef de l'État. Il manipule l'Assemblée nationale, c'est tout simplement ça. Et ça, bon, qui ne sait pas ça? Qui est congolais ici, qui ne sait pas que le chef de l'État manipule l'Assemblée nationale comme il veut. Donc, pendant le pouvoir Congo, il n'y aura pas ça? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce que le peuple qui a maintenant le pouvoir de désigner, d'abord d'organiser ces élections sans les concours des hommes politiques, donc maintenant il dit venez déposer vos candidatures. Regarde par exemple, quand
on donne le pouvoir aux élus d'organiser les élections, ils demandent ce que vous appelez les frais de dépôt de candidature. Quand vous cherchez du travail, vous, dans une entreprise, on vous demande de dépôt de candidature de l'argent. Quand le Premier ministre dépose sa candidature pour devenir Premier ministre, est-ce qu'il dépose les frais de dépôt de candidature? Voyez-vous, c'est cette manière des gens de ne pas vouloir que le peuple envoie dans la gestion du pays ses fils dignes. Et donc, nous voulons mettre fin à ça. Nous voulons que le peuple qui organise ça, s'il faut de moyens, que le peuple contribue et le peuple demande à ses enfants qui sont capables de diriger de venir déposer leur candidature par des structures bien établies. Et c'est à ce moment-là que nous aurons une personne qui viendrait de nulle part avec des idées extraordinaires et appuyée par un grand nombre qui passe président de la République. Pourquoi pas? Pourquoi seulement avoir des gens qui soient de l'opposition, que nous savons qui sont avec l'Occident, qui sont avec l'Orient, qui mangent dans tous les pays. Mais c'est l'Occident qui donne le pouvoir, que voilà. vous le voulez ou pas. Donc aujourd'hui, nous voulons mettre fin à cela. Vous ferez face à l'Occident vraiment? Vous êtes sûr? Moi, vous ferez face aux États-Unis, à la France, moi, en tant qu'individu, les puissances occidentales. Moi, en tant qu'individu, je ne pourrais pas. Hein, même l'Occident, un occidental ne peut pas faire face au système occidental qui est en place. Mais moi, que vous voyez là, avec le peuple, sous la protection de la main de Yahweh, je n'ai pas peur de ces gens-là. Ils ne me feront rien. Toujours, en parlant de ces droits et libertés fondamentales, comment la justice, un Congolais pourra-t-il jouir de ses droits? Ouais, je reviens toujours sur ces exemples-là que peut comprendre n'importe quel Congolais qui m'écoute à ce moment. C'est-à-dire, quand vous prenez un propriétaire de Vodacom, je ne peux pas vous poser la question, mais je suis en train de dire, ces propriétaires de Vodacom, qui prend en charge le frais scolaire de ses enfants? C'est Vodacom. Qui prend en charge le frais médicaux de sa famille? C'est Vodacom. Qui prend en charge l'assainissement du milieu de là où il vit? C'est Vodacom. Donc vous voyez, il y a un certain nombre de... Et j'avais répertorié à peu près 7 comme ça, que le courant, l'eau, que la République devra prendre cela en charge sans demander rien. Ici, aujourd'hui... Comme c'est faisait à l'époque de Kadhafi, Muammar Kadhafi, en Libye. Mais parce que Kadhafi a compris. On ne payait pas l'électricité, on ne payait pas l'eau. Parce que Kadhafi a compris et il aimait son peuple. Et donc, ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que même si nous sommes arrêtés, il faut qu'il y ait demain d'autres personnes qui arrivent, qui disent il y a 7 droits que nous, peuple congolais, 7, nous devons avoir, que la République devra prendre en charge. Il y a la santé. Aujourd'hui, prenez des maladies incurables, le cancer et tant d'autres maladies. La prise en charge. La prise en charge, mais il y a des gens qui meurent dans les maisons parce qu'on ne peut pas l'amener à l'hôpital, ils n'ont pas de moyens. Mais celui qui a de souffrir, de mourir là, c'est le propriétaire du Congo. Donc il y a des gens qui sont en train de s'amuser avec des millions de dollars, des centaines de millions de dollars, en train de voler, alors qu'il y a des véritables propriétaires qui sont en train de mourir là. Donc il y a la prise en charge de santé, cela va avec le produit. Mais en parlant de la prise en charge en santé, on a vu aujourd'hui, on parle de la maternité gratuite, non? Ça c'est le beurre qu'on met dans la bouche, sur les lèvres des gens. Comment ça? Nous sommes en train de parler de véritable prise en charge des soins de santé. Vous voyez, il y a eu même un moment où certains grands hôpitaux de l'État dont on ne paye plus. Malheureusement, il y a eu coupure de ces contrats. Mais je vous ai dit que si vous prenez en charge la gratuité de santé, la couverture santé. Essayez un peu de regarder, même si on remettait la prise en charge de la maternité à chaque homme de prendre pour sa femme, même si on remettait ça par rapport aux autres maladies, est-ce que vraiment la prise en charge de maternité, ça pèse?
ça ne pèse pas vraiment. Pourquoi ça ne pèse pas? Ce n'est pas tous les jours qu'une femme tombe malade, tombe enceinte. C'est souvent à 2 ans, après 2 ans. Mais presque chaque jour, il y a des femmes dans les maternités. Oui, ça nous savons. Mais par rapport à la réalité, nous avons, lors des élections de 2023, la CENI de Kadima a répertorié 45 millions, à peu près 900 000 citoyens, donc nés Congo. Et donc, et puis, c'est que l'opposition a essayé de décortiquer un peu les chiffres donnés par la CENI. Ils disent non, c'est 51 millions. Donc, nous pouvons dire que ça varie entre 45 à 51 millions de citoyens aujourd'hui. Et vous croyez que dans ces 51 millions-là, il y a combien de femmes qui vont aller à l'hôpital pour mettre au monde? Combien de pourcentage? Et vous voyez combien de pourcentage qu'il y a des gens qui vont souffrir de maladies, d'autres maladies, dues par exemple à l'insalubrité ici à Kinshasa, dit par exemple à beaucoup de choses. Hein. Vous voyez. Donc 51 millions de gens, il faut les prendre en charge sur le plan médical et des produits pharmaceutiques. En parlant sur le droit de l'éducation, aujourd'hui il y a la gratuité de l'enseignement, non? Non, pas de la. Il y a la gratuité de l'enseignement primaire. Primaire. Hein, ce n'est pas de l'enseignement. Ce que nous disons, c'est de l'enseignement de la maternelle jusqu'à l'université, comme au Kiba. Et comment seront les salaires des enseignants et des professeurs? Les salaires des enseignants... Parce qu'aujourd'hui, il y a un problème aujourd'hui avec les écoles catholiques. Eux payaient mieux leurs enseignants. Mais lorsqu'il y a eu gratuité de l'enseignement, les choses commencent à tâtonner, les enseignants sont fâchés. Vous imaginez quelqu'un qui est habitué de toucher $600 et on fait un rabais de salaire $250. C'est incompréhensible. Je ne vous ai pas encore remis l'exemplaire de notre projet de constitution. Il est prévu que le peuple, par référendum, prendra un certain nombre de mesures pour que les représentants à l'Assemblée nationale et au Sénat puissent décider, avec le gouvernement bien entendu, des salaires de chaque catégorie et des primes également. Parce que le peuple ne va pas décider sur les gens que ses représentants engagent. Le peuple va décider sur les gens qui lui recrutent. Et donc, voilà comment il va leur donner, tout en disant, voilà la marge de salaire qui doit être donnée, que vous devez donner aux gens en tenant compte de la situation, niveau de vie, qui va être donné. Donc, je ne peux pas aujourd'hui dire comment ça sera, mais si les enseignants font partie du peuple, donc je suis sûr qu'il ne faut pas du peuple, eh bien, c'est à ce niveau-là qu'ils agiront, à tous les niveaux d'ailleurs, et prendre une décision tous ensemble. Est-ce qu'on peut avoir une explication claire sur les différents pouvoirs? Oui. Comme j'avais dit, je n'étais pas encore terminé, le peuple va constituer les pouvoirs citoyens à tous les niveaux. Et il va y avoir les pouvoirs messianiques, comme j'avais dit, c'est les pouvoirs qui sera exercés par l'Église de Yahushua, ou l'Église de Jésus-Christ, qui comprend toutes les tendances et toutes les sensibilités. Mais parlons de l'Église sur le pouvoir, s'il vous plaît. J'aimerais un peu que vous soyez clair là-dessus. En parlant du pouvoir messianique de l'Église de Jésus-Christ, nous sommes un pays laïque. Oui. Ça se passera comment? Parce que les musulmans vont vous dire, nous ne connaissons pas Jésus, nous connaissons Allah. Jésus-Christ n'est pas Dieu, Jésus-Christ est un grand prophète. Il y a aussi les rosicruciens, il y a le maïcarien, il y a beaucoup, sans compter les églises de Noirs qui ne reconnaissent pas Jésus-Christ. Pour eux, ils croient plus en leur prophète. Tata Mpadi, Simon Kimbangu, Tata Sokinini, il y a plein de tatas là-bas. Vous voyez. Comment ça va se passer? Vous savez, cette question-là, d'abord, quand vous prenez le Congo aujourd'hui, combien de Tata Nzambi ou de Tata Ki, comme vous dites là, ça représente combien en termes de pourcentage? Quand vous prenez même les musulmans, ça va de combien en termes de pourcentage? Et quand vous prenez les chrétiens, ça va de combien en termes de pourcentage? Mais j'aimerais vous dire que dans nos coutumes à nous, on est répartis entre être
patriarcat ou matriarcat. On ne dit pas qu'on gère une famille avec les deux systèmes. On choisit un système. Parce que nous voulons un type d'homme et un type de femme pour pérenniser notre civilisation. Et ce type d'homme que nous voulons, c'est le type d'homme que nous présente Yahushua. Mais quand nous prenons des types d'hommes que nous prenons des autres, et par rapport au type d'homme que Yahushua nous présente, celui que Yahushua nous présente est voulu par tout le monde. Pourquoi? Parce que lui, il vous dit ce qu'il faut faire. Il vous laisse le temps de le comprendre et de le faire. Il veut l'amour. Il veut l'amour. Cet amour que Yahushua veut n'est pas un amour sentimental, émotionnel, non. Un amour intellectuel. Un amour que vous... C'est-à-dire que ce que vous voulez qu'on vous fasse, faites-le pour l'autre. Et ça, c'est le meilleur. C'est-à-dire, si je veux qu'on me frappe demain, eh bien, je frapperai l'autre aujourd'hui. Et là, tout le monde sait que le karma existe. Et c'est ce que veut nous enseigner le Seigneur. Le karma existe. Si tu veux bien marcher, fais le bien. Et c'est ce que nous voulons comme type d'homme, type de femme, même pour ceux qui vont nous diriger, même pour ceux qui vont nous mettre au monde, ce sont nos mamans, même ceux qui vont nous éduquer, nos papas. Donc il faut avoir des gens qui ont un comportement digne d'élever des enfants pour demain. Le Congolais très têtu, toujours en parlant, vous n'avez pas bien répondu à ma question. Ça se passera comment pour instaurer l'Église de Jésus-Christ? Je vous ai dit que y aura-t-il élection au niveau du Congrès? C'est pas ça, non. Il faut d'abord savoir que c'est un choix. Quand nos aînés, en 1964, ont choisi la laïcité, ils ont posé la question à qui? Ils ont choisi la laïcité, ils ont mis dans un papier, ils ont dit que nous irons maintenant au référendum. Lequel référendum n'a pas bien été expliqué à la population, c'est que nous ne ferons pas cela. Et ils ont dit, la laïcité est acceptée. Moi, je n'ai jamais accepté la laïcité. Je me demande si ma mère, qui à l'époque était déjà une grande femme, si ma mère avait voté en connaissant qu'est-ce qu'est la laïcité. Non. Donc, je me dis aujourd'hui que aujourd'hui, nous sommes un pays laïque, oui. Mais dans ce que nous faisons, nous ne voulons pas cette laïcité-là. Non, nous ne voulons pas ça. Nous voulons carrément... Mais là, vous allez instaurer la dictature sur le plan religieux. Voilà, vous avez été mal manipulé par les Belges. Ne parle même pas par les Belges, par les Français. Parce qu'en Europe, là, il n'y a que les Français dans les constitutions qui disent qu'ils sont laïcs. La Belgique, non. J'ai dit la constitution belge, je n'ai pas vu quelque part là, ils disent dans la constitution belge qu'ils sont laïcs. Ni espagnols. Et ils ont quelle religion là-bas? Mais ce sont des États chrétiens. Qu'est-ce que vous croyez? Ce sont des États chrétiens. Mais c'est seulement la France, et d'ailleurs la France que vous voyez là, c'est un pays satanique, diabolique. Ça, je l'ai dit clairement, ça ne m'engage que moi-même. Ce sont des accusations. Non. Regardez seulement. Et ici, je ne suis pas venu pour étaler le satanisme de la France, mais c'est vraiment un pays, s'ils ne font pas attention, ils seront vraiment dans les déserts même, tels qu'ils sont là. Ils sont en train d'aller là où aucun autre pays en Europe n'y va. Donc voilà. Donc, c'est un pomme de choix. Nous disons, nous proposons, nous, que le pays, la république que nous voulons mettre en place, soit une république chrétienne ou messianique. Mais quand ils ont fait le choix en Iran d'être un pays islamique, ils ont fait le choix. Nous faisons le choix et nous prenons ce choix-là. C'est quelque chose de choix, ce n'est pas que de dictature. Une fois les peuples acceptent, et c'est passé, voilà ce que nous allons mettre en place. Et comment le pouvoir républicain sera-t-il exercé? Le pouvoir républicain, il y en a trois. Hein, ça continuera. Il y a législative
exécutif, ça continuera. Rien ne changera. Non, rien ne changera en ce qui les concerne. Parce que le pouvoir citoyen ne sera pas là pour mettre des bâtons dans les roues de ceux qui gouvernent. Non, c'est pour surveiller et contrôler ces élus. Ça se passera comment ce contrôle, cette surveillance? Ah, voilà. Ça se passera comment? Voilà. Donc, celui qui est élu, il n'est pas élu pour faire n'importe quoi. S'ils font ce qui est en train de se passer maintenant là, les pouvoirs citoyens, d'abord de la circonscription électorale de l'élu, s'ils sont mécontents, eh bien, ils vont décider là-bas et ils vont envoyer leurs demandes qui vont être débattues au niveau national par toutes les instances citoyennes pour dire voilà, telle circonscription électorale demande la révocation. Comment ça sera structuré? Parce que Kinshasa est vaste, le Congo est vaste. Comment ça sera structuré? Je vous ai dit, voilà, il faut que je reprenne encore très bien. Les pouvoirs citoyens, c'est comme tous les pouvoirs. Au niveau national, il va y avoir ce que nous appelons la conférence nationale souveraine. Et dans cette conférence nationale souveraine, il y a 3 niveaux de conférence. Il y a la conférence des chefs des partis politiques, il y a la conférence des chefs des confessions chrétiennes, et puis il y a la conférence citoyenne, où vous trouvez toute la société civile. C'est au fait dans cette conférence nationale citoyenne-là qu'ils vont sortir les membres qui vont animer notamment la CENI et les autres institutions citoyennes indépendantes. Il y en a 6 ou 7 comme ça. Et au niveau provincial, il y a seulement la conférence citoyenne provinciale. C'est qu'il y a seulement la société civile. Et au niveau local, donc, au niveau des districts ou des territoires aujourd'hui, il va y avoir la conférence citoyenne également locale. Mais au niveau municipal, nous avons les assemblées citoyennes et les cellules citoyennes. Comme j'avais dit l'autre fois, quand vous prenez la CENI, la direction de la CENI, les centres de vote et les bureaux de vote sont 2 niveaux. Le centre de vote comprend un certain nombre de bureaux de vote. Et dans un centre de vote, je crois, il y a plus ou moins 10 bureaux de vote. Alors, les centres de vote, c'est ce que nous appelons l'assemblée citoyenne. Les bureaux de vote, c'est ce que nous appelons les cellules citoyennes. Donc, s'il y a élection, c'est à ce niveau-là que les référendums, les élections vont se passer. Et c'est à ce niveau-là que les débats vont se faire aussi chaque semaine ou chaque mois pour que ces gens-là puissent prendre des décisions pour faire monter afin que le peuple décide. Donc, c'est à ce niveau-là que tous ceux que vous voyez là vont descendre pour pouvoir obtenir leur aval. Et donc, c'est tellement bien fait dans la Constitution, dans le projet de la Constitution, pour permettre à ce que, même si on est dans la conférence souveraine, on ne prend pas de décisions. On donne tout simplement des orientations et puis on dit, voilà, nous allons nous référer aux cellules citoyennes pour les référendums, pour les votes. Mais pendant tout ce temps, ils ne vont pas voter, tout simplement voter comme ça. Il va y avoir des débats. Et toutes ces associations de la société civile là, que vous voyez au niveau national, provincial et local là, dans des conférences, et sont dans ces cellules-là pour expliquer, faire comprendre dans notre langue à nous, faire comprendre à quiconque qui est membre là-bas ce qui se passe. En parlant de la société civile, vous avez soulevé, il y a une question qui m'est venue en esprit. Aujourd'hui, nous constatons qu'il y a 2 tendances de société civile. Société civile pro-majorité et proche du pouvoir, et société civile proche de l'opposition. Comment ça sera organisé en ce moment-là? Ce qui se passe aujourd'hui, c'est parce que la société civile est manipulée. Dans ce que nous faisons, c'est la société civile qui est le patron. Donc, on ne peut pas les manipuler, c'est lui qui va manipuler. Est-ce que vous comprenez ça? Ça va changer. C'est-à-dire, c'est le pouvoir citoyen qui est, en fait, géré par la société civile, qui va dire, si vous ne faites pas bien là, nous vous foutons dehors.
Et c'est tout simplement ça. Jusqu'à ce que, à un certain moment, au début, ça va être chaud, mais finalement, les gens vont s'y habituer. Et puis tout va aller bien. Pas comme ça. Vous êtes sûr? Je suis très sûr. Le mandat du chef de l'État sera pour combien d'années? Toujours 5 ans. On ne change pas là. 5 ans. On ne change pas Une là. fois renouvelable. Une fois seulement. Une fois seulement. Une fois seulement. Pas une fois renouvelable. Vous n'êtes pas Dieu pour rester éternellement. Mais nous voyons, il y a 2 mandats, non? Une fois Oui, renouvelable. renouvelable une seule fois. C'est-à-dire vous avez fait votre 5 ans, comme le président Kabila a fait ses 2 mandats, c'est fini, il ne peut plus revenir. Il faut qu'il sache qu'il ne peut plus revenir, je vous ai dit l'autre fois. De la même manière, comme M. Tshisekedi, il est en train de finir son 2e mandat, il ne faut plus qu'il imagine qu'il va revenir. Parce qu'il y a aussi beaucoup de citoyens qui sont aussi intelligents, capables, qui peuvent aussi faire quelque chose pour ce pays-ci. Il ne faut pas que vous croyez que quelqu'un est Messie. Même le vrai Messie, le fils de Yahweh, est venu, il est parti. Seulement après 3 ans. Et là même, nous donnons même 5 ans avec possibilité de faire 10 ans. Mais c'est beaucoup, non? Donc, là c'est déjà beaucoup. Nous ne changeons pas ça parce que nous pensons que ce qui a été de l'article 220 dans l'actuelle constitution, nous avons essayé de respecter ça pour ne pas susciter beaucoup de problèmes inutiles d'ailleurs. Et nous maintenons les 5 ans et ça va être bien. Et quels seront les critères de votre nomination, de la nomination de ministre? Ça se passera comment? Aujourd'hui, nous constatons, on se réveille un matin, il devient ministre, elle devient ministre. Et quels seront les critères? Parce qu'à l'époque du maréchal Mobutu, je fus enfant, mais du moins, mon père me parlait que le maréchal avait instauré un système avant qu'il ait une nomination d'un ministre. À l'époque, on les appelait de commissaires d'État. Il y avait toute une équipe qui descendait sur le terrain, menait des enquêtes. On doit connaître la personne sur son intégrité morale, sur comment est-ce qu'il vivait dans la société. Par après, sur ses bagages intellectuels, par après, qu'on est nos ministres. Comment ça? Il y aura toute une cellule qui sera organisée, il y aura tout un plan, comment je vais dire, un bureau de casting. Comment ça se passera? Je vous ai dit tout à l'heure là que c'est au niveau du Parlement que tout va se jouer. Donc, l'Assemblée nationale va désigner le Premier ministre. C'est au niveau de la majorité. Il n'y a pas une élection au niveau de l'Assemblée nationale. C'est la majorité qui désigne un ministre, Premier ministre. Mais le Sénat le Sénat doit passer au Sénat pour dire qui est ce Premier ministre-là? Il vient de quelle province? Et qui est-il? Au niveau du Sénat, tous les services de sécurité, de renseignement, tous, nous donnent des éléments de ceux qui sont donnés comme nom, pour pouvoir dire aux sénateurs qui sont ces gens-là. Il est né où? Il est fils de qui? Il a fait des études où? Il est qui? Voilà ce qu'on connaît. Et puis il va y avoir des débats là-bas. S'il y a 3 candidatures que la majorité a proposées, il va y avoir des débats et finalement, le Sénat va accepter une personne. Que le nom passera auprès du chef de l'État pour désigner. Et à ce moment-là, le chef de l'État n'est pas responsable de cette nomination-là. Parce que les provinces ont accepté. Et les provinces doivent travailler toujours avec les assemblées provinciales également. Donc, passer Premier ministre, c'est vraiment une étape pour la vie de quelqu'un. Et l'opposition, comment serait-elle organisée? Est-ce que l'opposition ne sera-t-elle pas muselée comme nous voyons aujourd'hui? On a vu aussi à l'époque de Kabila, l'opposition ont tenté de museler l'opposition. Pourquoi l'opposition devait être muselée? C'est le peuple qui est dans l'opposition, le peuple qui est la majorité. Je vous ai dit, pourquoi nous mettons une conférence? Y aura-t-il un chef de file de l'opposition qui sera payé? Comment ça va s'expliquer? Ça va s'organiser? Non, normalement, il faudra que les choses soient aussi structurées, réglementées. Oui, normalement, l'opposition ou la majorité, c'est à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas à l'extérieur de l'Assemblée nationale. Mais il y a toujours eu une opposition extra-parlementaire. Oui, nous sommes en train de venir. C'est à l'Assemblée nationale. Et donc l'Assemblée nationale, d'où va sortir le Premier ministre? Comme il est député ou pas. Il va sortir de là. Mais nous avons une conférence des chefs des partis politiques au niveau de l'instance nationale
du pouvoir citoyen, des chefs de partis politiques, de la majorité et de l'opposition. D'accord? Il y a un autre débat qui va se faire là-bas. Et là, ça sera un bon débat, parce que c'est à ce débat-là que le chef de l'État est concerné directement. Vous voyez? Mais les débats qui se passent au niveau de l'Assemblée nationale, c'est les débats des représentants. Mais les débats qui se passent au niveau du pouvoir citoyen, entre la majorité et l'opposition, ça c'est le vrai débat qui concerne vraiment le peuple, parce que c'est les débats qui va se faire jusqu'au niveau des cellules citoyennes. C'est ce débat-là. Donc nous ne croyons pas que quelqu'un mesurera l'autre. Non, nous ne croyons pas. Ça ne sera pas tel où nous sommes aujourd'hui. Le président de la République, il est un dieu de vivant. Comment ça? Ah oui, parce qu'il est vraiment un dieu. Comment? Vous vous rendez même pas compte. Alors l'armée, comment sera-t-elle organisée? C'est l'armée républicaine. D'abord, là, il faudra que je parle un tout petit peu du pouvoir exécutif au niveau national. Nous avons constaté, je vois que les documents constatent avec moi, qu'au niveau national, le gouvernement il y a deux gouvernements. Le chef de l'État a son gouvernement et le Premier ministre a son gouvernement. Nous voulons que le gouvernement du chef de l'État là disparaisse là où ça se trouve, rentre au niveau du gouvernement qui va être contrôlé par le Sénat. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire nous avons deux cabinets au niveau du gouvernement. Il y a le cabinet exécutif du chef de l'État, il y a le cabinet exécutif national qui est contrôlé par l'Assemblée nationale et le président de la République est contrôlé par le Sénat. C'est du président de la République ne comprend que 13 membres, dont 5 ministres d'État. Ce sont les ministres d'État qui sont dans les gouvernements, dans les cabinets du chef de l'État, et des ministres nationaux dans les gouvernements du Premier ministre, dans les cabinets exécutifs nationaux. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que si un membre du cabinet du chef de l'État gaffe, c'est le Sénat qui va les sanctionner, il peut me demander sa révocation, et tout, c'est le Sénat. Et le Sénat a des pouvoirs de contrôle, de révocation, même des motions de défiance des membres du cabinet exécutif du président de la République. Et c'est la même chose avec l'Assemblée nationale sur les cabinets. Mais ces deux cabinets se réunissent au Conseil des ministres sous la direction du président de la République, à cas de son absence, celui du Premier ministre. Donc, il y a cette collaboration dont on veut va avoir lieu là-bas. Mais le Premier ministre garde toujours la conduite de politique du gouvernement. Et le chef d'État garde toujours ses prérogatives comme d'habitude. Mais seulement, tous ces services qui sont créés un peu par le président de la République comme il veut, comme il l'attend, non, c'est fini là. Hein? Tout revient au gouvernement. Et la loi le précise. Et dans la Constitution même, on précise ce qu'il va y avoir. Ce que nous allons proposer, ce sont des propositions, mais ce que le peuple, après débat, va retenir, c'est ce qui sera retenu. Mais ce que nous voulons que ces instances budgétivores qui sont autour du président de la République là disparaissent un peu, qu'il y ait un suivi par le Sénat. Un suivi du Sénat. Mais il y a certaines opinions qui disent aussi que le Sénat, l'Assemblée provinciale sont des rubriques, des institutions budgétivores. Mais parce qu'ils le veulent. Regarde, nous sommes dans une situation comment on appelle ça, d'un semi-présidentiel ou semi-parlementaire rationalisé, comme aiment dire les juristes là. Mais c'est que nous sommes dans cette situation-là. Prenons un système présidentiel comme aux États-Unis. C'est le Sénat qui contrôle le président de la République. Prenons un système parlementaire comme en Belgique. C'est l'Assemblée nationale qui contrôle le gouvernement. Mettons ça ensemble. Ça nous donne ce que nous sommes en train de dire là. Donc, il faut que le président de la République
soit contrôlé indirectement par le Sénat. On ne le contrôle pas. Mais toutes les bêtises qu'il fera, ça sortira auprès des membres du cabinet exécutif qui sont en train de travailler pour lui. Et dès qu'on sent que le président de la République a fauté quelque part, le Sénat peut saisir soit la justice, soit le pouvoir citoyen pour voir les problèmes du président de la République. Et si le pouvoir citoyen trouve que le président de la République a mal agi, il les livre à la Cour constitutionnelle pour être jugé. Aujourd'hui, on trouve que c'est difficile. Il est certes que la Cour constitutionnelle, c'est la sommité, une instance, c'est la sommité. C'est le juge pénal du chef de l'État, le juge pénal du Premier ministre. Malheureusement, on ne sent pas cette... c'est pas celui qui les nomme. Cette liberté-là. C'est lui qui les nomme. Donc, mais nous n'avons pas prévu ça. Nous avons suivi ce que Moïse a fait dans Deutéronome. Il a dit, les peuples vont désigner, chaque province va désigner 3 juges. Élire 3 juges. Ils arrivent au niveau national. Chaque district ou territoire aujourd'hui et ville vont désigner 3 juges également qui vont venir au niveau de chaque province. Et donc ces juges-là, les tiers de ces juges-là vont être affectés à la Cour constitutionnelle, à la Cour de cassation et au Conseil, dans ce que nous appelons du Conseil d'État. D'accord. Et les 2 tiers vont fonctionner au niveau national dans les conseils supérieurs de la justice. D'accord. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est fait le Conseil supérieur de la justice? Le Conseil supérieur de la justice, parce qu'aujourd'hui, regarde, nous avons les rapports des droits de l'homme, rapport des droits de l'homme, oui. Qui se passe partout, mais qui règle ces problèmes-là? Quand il regarde tout ça, qui va régler ça? Nous disons, c'est ce conseil-là qui va essayer de prendre ces rapports-là, qui est fait par la Commission des droits de l'homme, qui est faite national ou international, et puis si ça concerne le Congo, c'est eux qui vont juger tout ce monde, tous ces chefs d'autorité qui bafouent les droits et libertés fondamentales. Et voilà, on m'a fait signe que nous sommes arrivés à la fin de l'émission. La série continue. Regardez la caméra, adressez-vous au public votre mot de la fin. Oui. Mes communications sont réellement adressées au peuple congolais que j'appelle les Né-Congo, parce que c'est à eux de redresser la situation du pays. Je sais que ceux qui nous gouvernent, ceux qui nous ont gouvernés, n'aimeraient pas nos propositions. Je sais aussi que parmi eux, il y a ceux qui voudraient ce que nous sommes en train de proposer, parce que eux aiment bien que le pays change positivement. Nous savons également que nous pouvons trouver également dans certains Né-Congo une opposition parce qu'ils ne comprennent pas ce que nous voulons. Mais nous appelons tous ceux qui comprennent, là où ils sont, de pouvoir expliquer aux autres le bien fondé du pouvoir citoyen, parce que c'est le seul pouvoir qui va nous libérer de toute oppression, qu'elle vienne de l'extérieur ou de l'intérieur. Je vous remercie. Et voilà, M. Benjamin Bonyoma, merci. La série continue. Okay. Merci à Aris Matondo qui est à la régie. Merci à Roni Manzila, le réalisateur de cette émission. Et voilà, je pense à Papa René Manvoula depuis quelque part, un téléspectateur fidèle de cette émission, et puis à Papa Jean Baudouin Molweka depuis Maluku qui nous suit. Merci à vous qui nous suivez de partout, à Wapinda, à Gbadolite chez moi. Que Dieu bénisse la RDC, que Dieu protège nos FARDC et que Dieu garde son peuple. Au revoir, Inch'Allah.